Oui, donc l'idée un peu de cette intervention de ce matin, c'est peut-être de dépeindre effectivement quels sont, dans le champ de la forme pro, un rapide, je dirais, panorama, alors si ce n'est un panorama des certifications, parce que c'est vrai que les certifications sont nombreuses et de fait aujourd'hui les établissements d'enseignement supérieur ont eu des stratégies qui ont été parfois, enfin qui leur ont été propres et qui ont amené à ce qu'elles fassent des choix éventuellement de certifications externes à aller chercher. Je pense par exemple à nos collègues certains établissements qui ont fait le choix d'aller chercher des certifications type ISO, ou encore par exemple le réseau des IAE avec Calicert. Donc on a un certain nombre de certifications comme celle-là qui ont été mises en place et qui sont de façon récurrente portées au sein de nos établissements et qui ont structuré les démarches de système d'assurance qualité. L'idée étant plutôt là, peut-être ce matin, de faire un focus un peu sur certification en lien finalement avec la formation pro et en quoi cette question de la certification et des systèmes d'assurance qualité en formation professionnelle impacte finalement les stratégies et le pilotage de nos établissements. En tout cas, c'est ainsi que j'avais compris la commande de Thierry. Donc peut-être rapidement, en quelques mots, la question du réseau. Alors, je le mets en réseau FCU versus peut-être FPU, puisque effectivement, au plus la loi de 2018 se met en place et au plus on passe de la formation continue à l'université vers la formation pro à l'université, et notamment avec cette incidence forte autour de la question de l'apprentissage. Mais j'y reviendrai un peu plus loin. Et donc, rapidement, hein, quel réseau? Le réseau, donc la conférence des directeurs de services universitaires de formation continue est une asso associatif, regroupe 91 adhérents aujourd'hui, dont 100% des universités publiques et le CNAM. Plus quelques écoles et instituts, notamment, qui peuvent être rattachés ou en co-tutelle avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, quelles sont principalement les missions du réseau? C'est une mission de représentation des intérêts de la FCU et de promotion de l'activité, d'une veille plutôt tournée, une veille informationnelle et juridique que nous mettons à disposition de l'ensemble des collaborateurs du service. Et en lien avec ça, effectivement, des temps forts d'échange de pratiques, d'ajustement ou de vie d'un collectif et de montée en compétences et de transfert de compétences au sein des collègues et des établissements. On voit qu'il y a une vraie volonté ou en tout cas un vrai besoin de l'ensemble des collaborateurs eu égard au nombre de métiers divers que l'on va retrouver dans nos services, une vraie volonté à un moment donné de pouvoir collectivement monter en compétences et assurer le transfert de compétences, un peu sur des logiques un peu de knowledge management. Et puis, bien entendu, et puis je le mets donc un plan de formation qui est très dynamique et attaché quelque part à cet accompagnement de la compétence dans nos services. Et puis, une mission qui prend, je dirais, une place de plus en plus conséquente, qui est véritablement cette mission d'appui et de conseil en tant que professionnel métier, je dirais, au MESRI et à la CPU sur les questions de formation pro. Et en complément à cela, des actions de lobbying fortes auprès des acteurs privés et dans la reconfiguration un peu du panorama, notamment autour des 11 OPCO maintenant, des branches pro eu égard à la place qu'elles prennent. Bien entendu, des partenaires publics de type région, Pôle emploi, mission locale et tout ce qui va concerner finalement l'écosystème de la mise en œuvre des politiques de formation sur les territoires. Et puis également de façon très privilégiée dans le cadre des travaux avec les différents ministères, une relation un peu privilégiée avec la direction, avec le ministère du Travail et notamment avec la DGEFP, donc côté formation professionnelle et l'ensemble et la déclinaison de ces acteurs. Je pense notamment à France Compétences ou encore à la Caisse des dépôts et consignations autour du déploiement de mon compte formation et cette question du compte personnel de formation. Voilà, et puis bien entendu, et puisque c'est le sujet du jour, à l'accompagnement, à la certification des services et au-delà des services, de la certification FCU, aujourd'hui, la migration vers Calliope, sur laquelle je vais revenir. Donc le réseau finalement, mais ça a été évoqué par nos collègues du CNAM, donc je vais très vite, hein, on est bien sur des activités très diverses que portent nos établissements, puisqu'effectivement là, nous sommes dans des établissements dont la mission n'est pas
n'est pas uniquement la mise en œuvre, en tout cas mission principale de mise en œuvre de la formation professionnelle, mais bien une des missions de nos établissements, contrairement à ce qu'évoquaient nos collègues du CNAM tout à fait tout à l'heure, et très justement. Et donc, on va retrouver des activités diverses pour lesquelles finalement il y a des attendus en matière à la limite d'assurance qualité et de gestion de la performance qui peuvent être parfois diverses. Alors rapidement, le réseau à identifier, ce n'est pas forcément très lisible, mais vous l'aurez dans le document joint, hein, à identifier 6 axes stratégiques aujourd'hui apportés par le réseau et pour lequel on retrouve finalement quelques focus qui concentrent nos actions. Hein, la question de l'alternance, bien entendu, au sens large, donc incluant notamment la question de la professionnalisation sous contrat de pro, des PROA pour les salariés, mais également la question assez nouvelle de l'apprentissage, l'apprentissage, bien que relevant encore de la formation initiale, a basculé dans le champ de la formation professionnelle. La question de la digitalisation, à la fois, je dirais, digitalisation interne, système d'information, mais également toute la question de l'hybridation des parcours et de la digitalisation de l'offre de formation et de certification de nos établissements. Mais on pourrait en faire un autre sujet. Et bien entendu, derrière cette question, et c'est le troisième item de l'ingénierie financière, la question de la certification, et là plutôt davantage de la question de la certification des formations, en lien notamment avec le RNCP, avec le CSLMD sur les diplômes nationaux, la question du pilotage et bien entendu, et c'est l'objet de notre travail d'aujourd'hui, la question de la qualité. Et donc sur cette question de la qualité, et ce sera un peu le sens ou la structure de mon propos, la question de la certification, certification de service FCU, la nouvelle certification, le référentiel national qualité qui s'est mis en place autour de Calliope, et ce statut un peu particulier, réservé, ou ce traitement un peu particulier et dérogatoire de nos établissements d'enseignement supérieur, avec un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui nécessitent d'être mobilisés, sur lesquels je vais revenir, et puis un certain nombre d'outils attachés finalement à cette question de la mise en œuvre des projets qualité dans nos établissements, sur la question des référentiels, des SI décisionnels et de pilotage, avec lesquels nécessairement la question des liens avec le réseau, avec votre réseau et le réseau relié, et les correspondants qualité, je dirais, et pilotage dans les établissements est à renforcer, et puis les outils plans de formation et d'accompagnement. Alors, je l'évoquais rapidement et ce sera un peu la structure de mon propos. Hein. Derrière, aujourd'hui, l'enjeu qui se pose à nous est finalement la question de mettre en place et d'accompagner par des certifications, finalement, 3 codes. Le code de l'éduc qui porte une obligation et un système d'assurance qualité, le code du travail, et derrière cela, la question initiale du décret qualité de juin 2015, et puis un troisième code qui est venu finalement être renforcé à travers la loi du 5 septembre, qui est le code de la consommation. Et cette obligation finalement qui est la nôtre de réussir à conjuguer les exigences de ces 3 codes qui parfois nous mettent un peu en difficulté et ne sont pas nécessairement en phase, d'une part, ou en tout cas qui peuvent mettre nos établissements en difficulté dès lors que l'on essaie d'avoir, ou que l'on ne peut du coup de fait ne pas définir de primauté de l'un vers l'autre. Et donc c'est souvent finalement des questions qui nous emmènent dans des débats qu'il est parfois difficile de trancher. Et puis, bien entendu, derrière cette question, des contrôles qui vont être différents, opérés par des opérateurs différents, et avec des angles d'analyse qui sont eux-mêmes, et y compris, différents. Alors, j'irai rapidement parce que sur ce volet-là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à s'apprendre mutuellement, mais revenir quand même par rapport à ce code de l'éducation sur les différentes étapes, sur le processus de Bologne qui effectivement a installé de façon, je dirais, assez limpide la question du système d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, et avec à l'échelle de l'espace européen, et ensuite sur des impacts sur chacun des systèmes nationaux d'enseignement supérieur, et avec bien entendu cette question de l'évaluation interne de la qualité des programmes, la question de l'évaluation par une agence accréditée qui est l'HCERS, qui va interroger à la fois les processus de pilotage, de gouvernance et de formation, et avec cette volonté de partager finalement une question et de recentrer finalement l'analyse sur les apprentissages de l'étudiant et je dirais par extension
dans une logique de formation tout au long de la vie, derrière étudiants, la question de l'ensemble de nos publics, y compris adultes. Bon, ces éléments ont bien entendu été réaffirmés lors de la conférence de Paris en mai 2018, avec cet élément clé autour de l'assurance qualité comme clé du développement d'une confiance mutuelle et d'une augmentation, et nos collègues du CNAM le rappelaient tout à l'heure, de la mobilité également, ainsi qu'une juste reconnaissance à l'ensemble, enfin, des qualifications et des périodes d'études à l'ensemble, à l'échelle et à l'ensemble de l'espace européen. Voilà, donc cet élément-là est important puisque finalement, il est un des éléments qui structurent nos démarches d'établissement et qui doivent se conjuguer avec les obligations qui sont les nôtres en matière de formation professionnelle. Alors, sur ce second temps, finalement, cet impact formation professionnelle a connu une première étape un peu structurante et décisive avec la loi de 2014 sur la formation professionnelle et jointe à celle-ci un décret qualité publié en 2015 qui posait 6 critères qualité. 6 critères qualité qui s'interrogeaient finalement ou qui s'intéressaient aux différentes phases d'un process depuis l'orientation, l'amont, la détection et l'analyse du besoin jusqu'à la question de l'insertion professionnelle et du suivi post-formation. Et donc avec une structuration autour de 6 critères qualité, l'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation au public, la question de l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre, la question de la qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations, les conditions d'information du public, ces délais d'accès et résultats obtenus, donc déjà une notion un peu de performance, et puis la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires dans des logiques d'amélioration continue et bien entendu de prise en compte des remarques et des réclamations un peu clients, des appréciations clients dans une démarche d'amélioration permanente des dispositifs. Et donc face à cette je dirais, injonction liée à la régulation quelque part du marché de la formation professionnelle, le réseau a essayé ou a proposé de porter une certification de service en lien avec Bureau Veritas Certification. Et ce travail s'inscrivait finalement, a été un peu le point d'orgue d'un travail qui avait été initié dès 2010, donc bien avant la loi, sur cette question quelque part de labellisation de systèmes d'assurance qualité pour les activités de formation continue de nos établissements. Et je l'ai vu qu'elle était dans l'assistance, donc c'est en même temps un petit détour et j'en profite pour saluer le travail qu'avait fait Daniel Pezza au sein du service, notamment avec Aliane Gonzalez sur toutes ces questions de qualité et d'accompagnement des établissements. Et puis, donc, dans le cadre de ce travail, nous avons eu je dirais, en réaction rapide à la mise en œuvre du décret de 2015, l'écriture de ce référentiel, d'un référentiel avec Bureau Veritas Certificateur, puisque le choix immédiat s'est tourné sur l'idée que nous n'étions pas, nous devions sortir finalement d'une reconnaissance par les pairs et nous astreindre à prendre un tiers certificateur reconnu comme tel, qui nous permettait finalement à la fois de porter un regard externe sur nos activités, sur la mise en conformité de nos activités au regard de ce référentiel, mais tout en nous intéressant finalement à ce que sont nos process internes, ce que sont nos métiers et la façon dont nous fonctionnons. D'où l'intérêt d'aller chercher une certification de service plutôt qu'une autre norme organisationnelle. Et puis, donc, dans le cheminement, nous avons assez rapidement pu produire et faire reconnaître par, à l'époque, le CNEFOP et donc par les partenaires sociaux cette certification de service, la faire inscrire sur les certifications reconnues par les partenaires sociaux. Et à ce jour, la photo est la suivante, novembre 2029, 39 universités ou établissements sont certifiés et 6 restent engagés en vue d'une certification dans le courant d'année 2021, ce qui fait peu ou prou que dans le courant de l'année 2021, nous serons à 50% des établissements qui seront certifiés FCU. Alors, quels sont principalement, alors je vous ai mis la petite carte, mais ça, vous pourrez la voir, derrière ces thèmes et engagements, finalement, un certain nombre d'engagements qualité. La question
et je vais aller assez rapidement, mais la question de la proposition ou de l'analyse sur les 2 derniers items de proposition de prestations adaptées aux partenaires, et donc nécessairement la question des dialogues et de la capacité d'adapter finalement l'ensemble des formations que nous proposons et des prestations que nous proposons en fonction aussi de ces temps de concertation et d'analyse de besoins. Et puis, bien entendu, un item assez fort et qui a, au démarrage, posé de nombreuses questions dans les établissements et qui était un vrai point de vigilance ou de criticité, qui était la question de l'amélioration en continu de la prestation et de la façon dont nous allions prendre finalement cette gestion de réclamation ou ces demandes complémentaires. Nous allions les prendre en compte pour faire évoluer finalement l'ensemble de nos prestations, en sachant, comme je l'évoquais tout à l'heure sur le panel des prestations, qu'il y en a certaines pour lesquelles nous avons finalement une capacité d'intervention qui est rapide, assez facile, puisque ce sont des dispositifs portés par les établissements en direct et au périmètre des établissements, et puis un certain nombre d'entre elles pour lesquelles il est davantage compliqué d'interagir dès lors que l'on est à la fois sur on dépasse le périmètre du service de formation continue et on interagit avec d'autres services support ou de pédagogie de l'établissement, mais également sur les diplômes nationaux pour lesquels, là, quelque part, nous n'avons finalement pas la maîtrise, mais sommes plutôt en alerte et en écho à ce que les territoires peuvent nous faire remonter. Et donc, c'était bien l'idée derrière cette démarche de certification, de ne pas vivre finalement l'obligation qualité comme une obligation ou une simple obligation réglementaire, mais bien d'essayer d'internaliser ou de concevoir la question de la qualité comme une exigence de qualité au service de la dynamique des services, et je le mets bien à des services, puisque ce sont l'ensemble des services de nos établissements internes, mais aussi l'ensemble des services des universités, des jeunes, des territoires et de l'ensemble finalement des parties prenantes intéressées à cette question de la qualité et qui concourent à sa mise en œuvre. Bon, je vais rapidement sur un extrait du référentiel, parce que je pense qu'il est assez révélateur de ce que l'on a pu, ou la façon dont il a fallu finalement interroger à travers cette certification, cette première étape de la certification, la question des engagements. Et j'évoquais tout à l'heure la question du pilotage, de l'amélioration continue. Comme vous pouvez le voir, un des indicateurs ou un des engagements tenait à la qualité de service et à la cohérence, la mise en œuvre d'une stratégie de service qui, de fait, ne peut être distinguée de la stratégie de l'établissement et donc de la façon dont cette stratégie de service, de développement de la formation continue était en cohérence avec la politique, les objectifs, les engagements qualité à rendre à l'ensemble de nos clients, mais donc avec des interactions très très fortes avec les politiques de l'établissement, la direction des formations et l'ensemble des services supports de l'établissement. Et avec cette obligation qui était un peu nouvelle et qui nous a obligés à quelque part à un plan de professionnalisation important, avec cette obligation d'identifier et de nommer, vous l'avez en bas des derniers critères, de nommer un référent pour la certification de service qui serait formé à ce référentiel. Et donc là, quelque part, je dirais un nouveau métier, en tout cas pour ce qui concerne les services de formation continue et de nouvelles compétences dont il a fallu se doter et donc pour lesquelles il a fallu professionnaliser finalement le collectif de nos établissements. Alors, quel a été finalement l'accompagnement proposé durant cette période par le réseau? Nous sommes partis au-delà de la rédaction du référentiel de certification vers quelque part un accompagnement à l'audit avec quelques jalons posés à la fois sur des travaux qui avaient lieu en one-to-one avec chacun des établissements, des temps je dirais de concertation et de partage en collectif, et puis un système d'audit audit préalable à la certification qui permettait finalement, par professionnalisation et animation d'un réseau interne, de créer une sécurisation quelque part et une préparation à l'audit de certification porté par le tiers externe. Donc un audit qui se mettait en pré-certif et puis un audit entre les deux périodes de la première séquence des 36 mois et donc d'un jalon à 18 mois porté par Bureau Veritas, nous-mêmes d'avoir réintégré un audit interne à 9 mois, donc essayer de jalonner comme ça et de sécuriser le premier cycle de certification des établissements. Donc, comme je l'évoquais, hein, animer un réseau de services, enfin, finalement, la contribution du réseau aussi à ce réseau des auditeurs que nous avons progressivement professionnalisé et puis pour lequel nous avons franchi un palier récemment
donc dans le premier semestre 2020, avec l'idée d'aller plus loin et de poursuivre cette professionnalisation des auditeurs internes quelque part en accompagnant la certification d'un petit pool d'auditeurs que nous avons accompagné à travers une formation d'auditeurs fournisseurs de prestations de formation à une certification AFNOR, de telle sorte que ces collègues soient aussi reconnus, enfin formés, reconnus et certifiés AFNOR pour conduire et accompagner les établissements, notamment dans la logique référentielle Calliope sur lequel je vais arriver très rapidement. Et puis, bien entendu, la question de la révision éventuellement et du repositionnement de ce référentiel de certification FCU dans une articulation et une visée je dirais de plus-value par rapport à ce standard qui s'impose à nous, qui est aujourd'hui le référentiel national qualité, qui est Calliope. Alors, avant que de passer à Calliope, peut-être quelques enseignements tirés de cette question de ce premier temps de démarche. Je l'évoquais tout à l'heure, l'idée de la certification et le pourquoi de la certification, ce n'est pas simplement d'aller chercher une mise en conformité par rapport à une obligation de marché. Nous insistons beaucoup et il est vrai qu'aujourd'hui, dans un marché qui se libéralise très très fortement, la question du système d'assurance qualité, du signal que l'on pourra envoyer, que nos établissements enverront vis-à-vis du marché, est essentielle. Et il est important que derrière ces notions de marché concurrentiel, nous puissions avoir les mêmes armes que les autres en matière de système d'assurance qualité pour un positionnement et éviter une distorsion de concurrence. Par contre, il est évident que derrière les vertus et cette obligation, il y a aussi la question d'une démarche d'amélioration continue qui permettent véritablement de rentrer dans des logiques de management par la qualité et d'avoir des démarches stratégiques continues d'adaptation de notre offre et de nos prestations. Alors, les bénéfices évoqués par les services qui ont été aujourd'hui certifiés, enfin qui sont certifiés, donc avec un panel d'une quarantaine d'établissements, c'est effectivement la question du recentrage marqué sur le client, la question d'une meilleure mobilisation et d'une fédération des équipes avec un renforcement de l'identité, d'un partage des valeurs et de la motivation des collaborateurs, la capitalisation. Nous sommes quand même en règle générale souvent dans des logiques un peu informelles et nous manquons souvent de formalisme, de formalisation, et le fait d'avoir été contraint finalement à travers ces démarches de devoir écrire, de formaliser nos process, nos démarches, nous a quelque part aussi permis de mieux capitaliser, d'identifier quelles étaient dans une chaîne de valeur les contributions des uns et des autres et quels étaient quelque part les savoir-faire et de prioriser et pouvoir pérenniser ces savoir-faire et éviter je dirais, les trous dans la raquette et les gros bugs en matière de gestion quelque part des compétences. Le renforcement de l'efficacité du service, le marketing interne et la diffusion de la culture du projet et des contraintes liées à nos missions, là je dirais plutôt vis-à-vis de nos gouvernances d'établissement. Je vais rapidement sur les questions des bénéfices externes, puisqu'effectivement, la question de l'amélioration de la satisfaction stagiaire et de nos apprenants et de l'ensemble de nos clients est un élément majeur. La question de l'utilisation de la qualité comme vecteur d'accroissement de la notoriété de l'enseignement supérieur sur un champ qui est très concurrentiel. De la production d'innovation et enfin d'être reconnu comme un prestataire de confiance. Et on revient là à des notions qu'on retrouvait dans les obligations ou en tout cas les attendus du process de Bologne, par exemple, autour de cette notion de confiance avec les partenaires et de relation de confiance avec nos stagiaires ou apprenants. Et puis en troisième temps, et donc là nous sommes sur notre actualité et le présent, c'est effectivement cette loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel de septembre 2018 qui a encore essayé d'upgrader cette question de la qualité et a amené finalement une obligation et porte une obligation quelque part de régulation du marché et de l'accès au financement, à toute une partie du financement des marchés de la formation professionnelle par un système d'assurance qualité et la mise en place d'une certification d'État que l'on va appeler Calliope et qui devient quelque part condition à pouvoir accéder au marché et au financement mutualisé ou au financement public. Ce référentiel national qualité
s'inscrit quelque part dans une démarche de structuration de l'offre et quelque part comme un levier de régulation du marché de la formation professionnelle qui se libéralise, avec un opérateur dédié et nommé par le législateur qui s'appelle France Compétences, quelque part en responsabilité de vérifier que quelque part l'ensemble de ces indicateurs de système et de système d'assurance qualité sont mis en œuvre par les différents opérateurs qui œuvrent sur le marché. Alors, ce référentiel national qualité Calliope, donc certification d'État, s'impose à tous. Et avec quelque part une échéance qui est finalement une échéance de court terme, puisque l'ensemble des prestataires de formation devront être certifiés. Alors initialement, nous étions au 1er janvier 2021, mais avec une échéance eu égard à la crise sanitaire qui a été reportée à janvier 2022. D'essayer de devoir être quelque part certifié Calliope au titre des actions de développement des compétences, des bilans de compétences, de la validation des acquis et des actions de formation en apprentissage. Et donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, sur cette question de l'apprentissage qui, quand bien même relève-t-il encore de la question de la formation initiale, a basculé dans le champ de la formation professionnelle. Alors, quels sont les éléments un peu de rupture de cette question, enfin de Calliope par rapport à ce que nous avions antérieurement? Alors, 7 critères, 32 indicateurs qui structurent finalement l'ensemble des engagements qualité à tenir. 4 domaines de certification, comme je l'évoquais juste avant, donc la question de la formation continue, un domaine bilan de compétences, un domaine validation des acquis, un domaine apprentissage, et puis, et cet élément-là est important, un périmètre pour le coup imposé, qui est celui de l'établissement. On entend ici par établissement, on prend le code sirène et le numéro de déclaration d'activité. Et donc, s'il est possible, dans le cadre de cette certification de Calliope, de choisir une combinaison des domaines que nous souhaitons faire certifier, parmi les 4, donc, vous êtes tout à fait, un établissement pourra faire le choix de ne se faire certifier Calliope que sur la formation continue ou bilan de compétences, sur formation continue et apprentissage, sur formation, nous sommes finalement sur des combinaisons qui sont finalement propres au niveau de maturité et au choix stratégique de l'établissement et de son positionnement sur les différents marchés, mais aussi de ses activités, puisque tout établissement n'est pas finalement ne porte pas dans son projet la mise en œuvre nécessairement de ces 4 domaines de certification. Mais par contre, le périmètre s'impose et n'est pas négociable. Ce qui veut dire que c'est bien là l'établissement, dans toutes ses composantes et toutes composantes confondues, qui s'engage et qui va chercher cette certification Calliope. Et c'est en ce sens qu'il y a une rupture, me semble-t-il, assez fondamentale par rapport à ce que nous avions vécu à travers notamment la certification de service FCU et les engagements de 2015, qui étaient finalement des certifications portées par des services en interne à l'établissement qui faisaient le choix de la définition du périmètre. Calliope nous impose le périmètre, il est bien celui de l'établissement, et donc là, cela va nécessairement engager de nouveaux modes de coordination et de pilotage de cette question de l'assurance qualité, puisque ce que j'évoquais tout à l'heure sur les interactions, y compris avec l'ensemble des parties prenantes internes, s'en trouve renforcées. On l'évoquera juste après, mais il y a quand même de nombreux indicateurs et de nombreux engagements aujourd'hui qui nécessitent une coordination à l'échelle de l'établissement et pour lesquels finalement les garants de la mise en œuvre du process d'assurance qualité dépassent très très largement les services de formation continue. Et avec cette obligation, quelque part, toute composante confondue, toute composante mettant en œuvre les process opérationnels, je dirais, de formation, d'être finalement les garants et quelque part d'une forme de solidarité et de mise en œuvre et respect de ces obligations, puisque dans le cadre des audits qui seront conduits, nous fonctionnons bien, le certificateur fonctionnera bien par échantillonnage et ira finalement visiter l'ensemble des sites qui mettent en œuvre les systèmes et les opérations ou prestations. Alors rapidement, comment se présente et comment se structure ce référentiel national qualité? On va y retrouver parmi les 7 critères une déclinaison des indicateurs. Certains de ces indicateurs sont, comment dirais-je, transversaux
aux différents domaines, et puis certains ils sont spécifiques. J'en ai sélectionné deux pour vous montrer un peu quels sont les types d'indicateurs. Dans le critère 7, par exemple, on va retrouver un critère ou un indicateur sur le recueil, la prise en compte des appréciations et réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées. Et donc, dans les éléments de preuve que vous pouvez retrouver ici sur cette partie, au-delà de l'indicateur, vous retrouvez l'usage des enquêtes de satisfaction, questionnaires, compte rendu d'entretien, évaluation à chaud ou à froid, analyse et traitement des appréciations formulées par les parties prenantes. Et pardon, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, par exemple, pour les bilans de compétences, un indicateur spécifique et complémentaire élément de preuve, par exemple, sur la question de l'évaluation à l'issue du bilan et à 6 mois. Et donc, il va bien falloir que nous trouvions finalement à mettre en place par rapport à ces niveaux attendus de démonstration la capacité à générer les éléments de preuve. Et c'est là un peu de l'enjeu aussi du travail en réseau que de permettre finalement de partager les différents éléments de preuve tels qu'ils peuvent être identifiés et de proposer aux établissements quelque part une espèce de banque de données des différents types d'éléments de preuve sur lesquels nous pouvons finalement je dirais, consolider nos informations. Un autre exemple, toujours sur ce critère 7, mais sur un autre indicateur, où l'on va retrouver là plutôt sur la mise en œuvre des modalités de traitement des difficultés rencontrées par les parties prenantes, des réclamations exprimées par ces dernières et des aléas survenus en cours de prestation, avec des éléments de preuve autour de la description mise en œuvre de ces modalités, les enquêtes de satisfaction, l'analyse et traitement, les réclamations formulées par les stagiaires, les systèmes de médiation. Et là, on retrouve la question, y compris du code de la consommation. Et puis, et j'insiste, et c'est pour ça aussi que je faisais référence à cet item, c'est que derrière réclamation, nous sommes bien sur l'intégralité des parties prenantes, et ces parties prenantes peuvent être externes à travers nos clients, nos stagiaires, mais ce sont aussi toutes les questions de réclamation qui peuvent être gérées indépendamment de nos stagiaires. Je pense par exemple à nos relations clients-fournisseurs, mais ce sont aussi la question des réclamations éventuellement dans les process de recrutement, les relations avec nos vacataires ou nos chargés d'enseignement, et tous ces process qui, en partie, peuvent dépasser très largement la question et le périmètre du service de formation continue pour renvoyer à des process RH, pour renvoyer à des process de gestion comptable, et pour lesquels il y a matière du coup à maîtriser ou en tout cas élaborer avec les fonctions support de l'établissement les process de régulation et de gestion de ces réclamations. Alors, quelles sont bien entendu les dispositions par rapport à Calliope? Quelles dispositions un peu particulières, puisqu'il y en a spécifiques aux établissements de SR? La loi dispose que les établissements d'enseignement supérieur sont réputés a priori de qualité et donc sont en soi dispensés de cette obligation Calliope pour pouvoir fonctionner sur le marché. Comme je l'évoquais tout à l'heure, cela crée quand même, en tout cas, une véritable inquiétude côté CPU, relayée aujourd'hui par la CPU et par les services et les établissements, de distorsion et de type de signal que nous enverrons au marché, car effectivement, si l'ensemble des opérateurs privés sont aujourd'hui obligés quelque part de montrer patte blanche et par rapport à ce système de qualité et de pouvoir afficher le logo et de la certification Calliope, il est essentiel que nos établissements puissent le faire pour quelque part être à armes égales sur un marché ultra concurrentiel. Et donc, en complément ou je dirais attaché à cette obligation quelque part de dispense d'obligation de certification Calliope, le législateur a prévu que se mette en place annuellement une conférence entre France Compétences, entre l'HCERS que nous avons évoqué tout à l'heure, et quelque part l'enseignement supérieur pour quelque part amener aux partenaires sociaux des éléments tangibles qui permettent justement de justifier cette forme de dispense à Calliope. Donc, la première conférence s'est tenue en octobre dernier sur un rapprochement et un travail HCERS-CTI et de mise en conformité ou de rapprochement des référentiels qui démontrent qu'effectivement, je dirais que cette exonération a priori n'est pas usurpée. Cependant, et c'est la grande limite, cette réputation de qualité, malgré qu'il y ait eu tout ce travail, cette réputation de qualité ne peut valoir délivrance de la certification Calliope. Et c'est un point assez central.
Et nécessairement, c'est un point de vigilance qui fait que de nombreux établissements aujourd'hui font le choix de partir vers Calliope pour effectivement pouvoir arborer ce logo Calliope dans ce marché concurrentiel. Je me répète beaucoup sur cette question du signal à envoyer au marché, mais il est vraiment aujourd'hui central, en tout cas dans les préoccupations que nous ressentons des collègues. Et puis, bien entendu, et nous l'évoquions tout à l'heure, et les collègues du CNAM l'évoquaient par rapport au GIE Datadoc, par exemple, la question de l'exonération, la réputation de qualité n'exonère pas des possibles contrôles par les financeurs. Et encore aujourd'hui, nous sommes souvent la cible finalement de contrôles privilégiés de ces derniers, et il y a fort à parier que cette réputation a priori de qualité n'est pas étrangère à ce que finalement nos partenaires essaient d'aller plus loin dans ces phases de contrôle. Oui, alors je disais une priorité et beaucoup d'établissements qui du coup se questionnent par rapport à Calliope. Dans une récente enquête, alors qui est encore en cours, mais pour laquelle nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 70 répondants côté des services, la question de la qualité apparaît comme une priorité, priorité 1 des collègues interrogés dans les services de formation continue. Pour nombre d'entre eux, il y a encore de fortes interrogations, hein, effectivement, sur le choix ou non à opérer d'aller vers Calliope, même si quelque part 25 d'entre eux ont déjà fait ce choix et que nous avons débuté un process d'accompagnement vers la certification Calliope. Je dirais que nombre d'entre eux se posent encore la question, parce qu'effectivement, cette question du périmètre que j'évoquais tout à l'heure, qui est nécessairement le périmètre de l'établissement, peut apparaître comme étant un élément un peu rédhibitoire, puisque je dirais dans le questionnaire initial ou l'autodiagnostic initial que nous proposons aux établissements, nous alertons très fortement sur cette question du périmètre, et que dès lors que les 7 premières conditions-là n'est pas réunies, il est aujourd'hui impensable que quelque part l'établissement s'engage dans une démarche vers Calliope. Et c'est très probablement, et je le mets un peu je le mets au débat, hein, mais je pense que c'est aussi ce qui fait que l'on peut saluer, je pense, la démarche d'aujourd'hui, parce que je pense que nombre d'établissements, pour aller vers Calliope, auront besoin que nos deux réseaux conjuguent un peu leurs efforts et regardent dans quelle mesure nous pouvons proposer une offre de service, une offre de service probablement complémentaire aux établissements, mais à minima coordonnée. Et puis effectivement, une université Aix-Marseille qui d'ores et déjà certifiée Calliope, et de nombreux CFA hors les murs, par exemple, qui sont soit en phase, soit qui sont d'ores et déjà certifiés. Alors, quels moyens avons-nous aujourd'hui côté réseau? Donc, un chargé de mission à temps partagé qui accompagne les établissements et assure un peu une forme de hotline, et puis un consultant, notre ancien collègue Alain Gonzalez qui est resté dans le réseau et accompagne les établissements. Une équipe, je l'évoquais tout à l'heure, de 8 auditeurs seniors qui ont été formés et certifiés AFNOR. Et puis, et ce seront mes derniers propos, la création et la mise à disposition d'un certain nombre d'outils qui ont évolué vers Calliope, en conservant cette démarche quelque part de jalon et d'un accompagnement depuis des phases d'autodiagnostic, et puis prenant en compte quelque part des éléments d'analyse de risque que nous n'avions pas précédemment, mais qui s'inspirent beaucoup de la démarche Avoid, et puis d'accompagnement à la rédaction de plans d'action personnalisés aux établissements, bien entendu, mais avec des temps de partage d'un collectif qui peut permettre finalement de construire des plans d'action plus efficients et de gagner du temps sur les éléments de preuve à apporter et les démarches à initier. Donc rapidement, hein, sur les outils, mais vous les aurez dans le PowerPoint, l'idée étant d'aboutir quelque part sur la base de grilles d'autodiagnostic et pour chacun des items et indicateurs, sur la base des grilles d'autodiagnostic proposées aux établissements et remplies par ces établissements, de pouvoir mesurer en fonction quelque part des niveaux de criticité quels sont les risques, quelles sont les préconisations en matière de temporalité, et puis de permettre à chacun de ces services de construire en fonction des domaines sur lesquels le service, enfin en tout cas l'établissement va s'engager, de pouvoir construire un plan d'action
Bon, et puis, il y a d'autres éléments dans d'autres feuilles dans cette je dirais, banque d'outils, notamment liées à la prise en compte et à l'identification du niveau d'autonomie ou du niveau de maîtrise quelque part du service et des acteurs, pour au mieux identifier quelque part finalement les interactions avec d'autres fonctions support de l'établissement, et en fonction de ça, la question de la temporalité pour mettre en œuvre le plan d'action et les coûts induits par la mise en œuvre de ce plan d'action. Voilà, j'en termine simplement sur les conditions de réussite, je dirais, de cet engagement qualité Calliope, et indéniablement un portage politique par les directions d'établissement et déployer et dépasser encore bien plus que nous ne l'avions avec les certifications FCU, un portage politique et déployé par une fonction centrale, parce qu'on voit bien que c'est une obligation et quelque part il y a bien une garant, il faut qu'il y ait un garant quelque part du déploiement de la démarche, une volonté d'accompagner les organisations à la montée en compétences des ressources et de conduire le changement, parce qu'indéniablement cela impacte très très fortement les organisations et les besoins, le management, les compétences internes, des moyens dédiés et nécessairement une interaction avec les cellules pilotage et qualité des établissements dans le cadre d'un budget qui doit nécessairement et un investissement des établissements à consentir. Voilà, je vous remercie